Bonjour, bon après-midi. Donc, la salle elle est bien remplie, ce qui nous réjouit. Après l'introduction faite par Hélène Ruiz-Fabry et Monsieur Brown, on va pouvoir passer à la table ronde et au débat proprement dit. Intitulé « Faut-il constitutionnaliser l'état d'urgence ?» Afin d'en discuter, l'Institut Max Planck Luxembourg pour le droit procédural a invité les politiciens et juristes qui suivent. Donc, je vais présenter peut-être d'abord Monsieur Alex Baudry, avocat de formation, député et chef de file de la fraction parlementaire des socialistes. Alex Baudry est l'auteur de la proposition de révision de l'article 32.4 de la Constitution qui prévoit de justement constitutionnaliser l'état d'urgence ou le redéfinir et qui fait justement débat aujourd'hui. À sa droite, Monsieur Robert Biver, ancien procureur général d'État. À l'extrémité droite du panel, vous avez Frank Wyss, connu pour son engagement pour les droits de l'homme et collaborateur indépendant régulier à la radio 100.7. Ici à ma droite, le deuxième politicien de la table ronde de cet après-midi, Monsieur Serge Urbani, juriste de formation aussi, ancien avocat. Il est ancien député du parti politique Die Linke et fut membre de la même commission parlementaire des institutions et de la révision constitutionnelle qui est présidée par Monsieur Baudry. À la gauche de Monsieur Urbani, il y a Madame Véronique Bruck. Elle est doctorante en droit à la Sorbonne, et à l'extrémité gauche, Monsieur Luc Heuchling, qui est professeur à l'Université de Luxembourg pour le droit constitutionnel et administratif. Voilà, moi-même, je m'appelle Mick Entringer, je suis journaliste à la radio 100.7 et je vais modérer la table ronde cet après-midi. On aura 2 heures pour discuter. De ces 2 heures, à la fin, on réserve 30 minutes pour le public. Donc, si au cours du débat, il y aura des réflexions, des remarques, des questions qui surviennent, vous pouvez vous les réserver pour la fin à partir de 5 heures. Donc, le micro est à vous et les intervenants seront disposés à répondre à vos questions. Voilà, alors j'aimerais ouvrir la table ronde avec Monsieur Alex Baudry. En janvier, en tant que président de la commission parlementaire justement des institutions de la révision constitutionnelle. Vous avez déposé votre proposition de révision de l'article 32.4, faisant suite à une déclaration du Premier ministre 2 mois auparavant, justement suite aux attentats de Paris le 13 novembre l'année dernière. Monsieur Baudry, expliquez-nous le pourquoi et l'intérêt de votre démarche. Volontiers. Donc, cette proposition est en fait un effet direct des attentats de Paris, mais, il faut le dire également, est également une suite logique des travaux que nous avons menés au sein de la Commission des institutions et de la révision constitutionnelle à partir du début des années 2000, puisque, à l'heure actuelle, il faut peut-être le rappeler, l'état d'urgence est déjà constitutionnalisé au Luxembourg. Il est en cas de crise internationale. Et seulement en cas de crise internationale, une expression, vous le constatez, qui est assez floue et qui a d'ailleurs fait dire au Premier ministre actuel que le fait que ce terrorisme soit international donnerait au gouvernement le droit déjà de faire usage de l'actuel article 32.4 pour éventuellement, donc, en cas d'urgence, prendre les mesures nécessaires. Donc, ce n'est pas un problème nouveau, mais c'est un problème réel, je dirais. Donc, et bien sûr, il n'y a pas de formule mathématique pour déterminer où est l'équilibre entre, d'une part, la sécurité publique et d'autre part, la protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales. C'est également sur base d'une suggestion que le Conseil d'État a déjà formulée il y a quelques années sur le projet de loi concernant la protection nationale,
que nous avons mené ces travaux et qui ont déjà donné lieu à un premier texte qui a été intégré dans notre proposition globale sur le nouveau texte de la Constitution. C'est l'article 47.4 qui prévoit donc en cas de crise nationale et en cas de crise internationale, la crise nationale est déterminée d'une façon plus précise, effectivement, le gouvernement, s'il y a urgence, il peut prendre un certain nombre de dispositions. Le seul garde-fou, c'est que ces mesures ont une durée maximum de 3 mois. Voilà. Ça, c'est le texte qui a été rédigé par la Commission, qui n'a jusqu'à ce moment-là n'a pas donné lieu à de grandes discussions et de grandes contestations, et qui a été, en fait, et c'était l'idée du gouvernement, que ce texte allait être repris, puisque le gouvernement, et auparavant le président du groupe parlementaire chrétien social, il avait dit que les chrétiens sociaux, dont nous avons besoin pour faire passer une révision de la Constitution, étaient d'accord pour extraire donc cette question de l'état de crise que nous avons par après rebaptisé en état d'urgence, du contexte général de la révision globale et d'être d'accord pour avoir une révision ponctuelle. Donc, pour dire que ce n'est pas disons, une initiative qui prend sa seule source maintenant dans les attentats, mais qui est déjà en discussion depuis un certain temps. Et il existait déjà, donc, avant les attentats, il existait déjà un premier texte qui va, disons, au-delà de l'actuel texte de l'article 32.4 qui a été introduit dans notre Constitution il y a une dizaine d'années, en 2004. Pour nous, se pose quoi une question. Est-ce que d'abord nous sommes d'avis que l'arsenal juridique dont nous disposons, qui est fait pour des situations normales, je suis effectivement d'avis que la loi, également la loi pénale, doit essentiellement régler des situations plus ou moins ordinaires, régler la règle. On ne peut pas faire une loi pour régler les exceptions. Est-ce que nous disposons des outils juridiques nécessaires pour faire front à une véritable attaque terroriste, par exemple, ou une calamité nationale? L'analyse des textes qu'on a fait nous montre plutôt que non, que nous disposons d'un droit général assez complet, mais qui certainement n'est pas fait pour pouvoir permettre de réagir rapidement à toutes les situations exceptionnelles qui peuvent se produire. Se pose alors effectivement la question, est-ce qu'on opte pour muscler le droit commun, pénal et autres, ou est-ce qu'on garde plus ou moins en l'état le droit commun et on donne tout de même la possibilité pour réagir rapidement si effectivement une situation tout à fait exceptionnelle, une crise nationale ou internationale d'envergure allait se présenter et qu'il s'avérait que les outils ordinaires ne nous permettent pas de réagir de façon adéquate à cette nouvelle situation. Monsieur Baudry, vous avez posé le cadre de votre démarche. On pourrait peut-être, dans un deuxième point, vous pourriez argumenter justement le choix que vous avez fait, la décision que vous avez prise justement de prendre la voie de la constitutionnalisation ou de reformuler dans le cadre de la Constitution le principe d'état d'urgence. Le téléphone qui avait sonné, c'était les 3 minutes. J'avais oublié au début du débat de dire que chaque intervenant, il a 3 minutes pour exposer son point de vue dans une première démarche générale pour après, à partir de là, avoir un échange et un débat. Donc, le prochain intervenant à qui j'aimerais justement qu'il présente son regard sur la chose dans 3 minutes si possible, c'est M. Serge Urbani, ancien député du parti Die Linke. Vous étiez le seul membre de la commission parlementaire des institutions et de la révision constitutionnelle qui a ouvertement critiqué justement la proposition de révision de l'article 32.4 qu'a déposé M. Baudry. Vous avez rédigé une propre proposition de texte de modification de l'article 32.4. Quelle est votre approche par rapport à la question? 3 minutes.
D'accord, merci. Il y a deux niveaux d'approche. Le premier, c'est que, en tant que gens faisant de la politique à gauche, nous avons comme philosophie de base qu'il ne faut pas accorder trop de pouvoir au gouvernement, aussi dans les situations normales d'ailleurs, et qu'il faut donner le pouvoir au Parlement et donner aussi beaucoup plus le pouvoir direct de participation à la société. Je voudrais réagir à ce que vient de dire M. Baudry sur les précédents de la question de l'état d'urgence au Luxembourg. Je crois qu'il y a des précédents, mais que ces précédents n'impliquent pas ce qu'on veut aujourd'hui mettre comme contenu principal dans ce projet de révision de la Constitution. On a beaucoup discuté des lois, qu'il y avait eu des lois d'habilitation ou même des lois de compétences avant la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait des lois qui réglaient des questions économiques et qui donnaient certains pouvoirs réguliers, d'ailleurs, plus ou moins réguliers, aux différents gouvernements. C'était en quelque sorte une division des compétences entre le Parlement et le gouvernement, à chaque fois. Je ne voudrais pas entrer dans les détails, mais il y a par exemple eu, après la guerre, un exemple, c'est où on a prononcé des sanctions économiques contre les pays de l'ex-Yougoslavie. C'était un des exemples. Après, il y a eu des sanctions, il y a eu les garanties pour la banque Dexia, mais beaucoup plus tard. Et donc, c'était, disons, dans des questions non réservées à la loi, c'était des pouvoirs qu'on donnait au gouvernement pour réagir à certaines situations, en principe, exceptionnelles. Puis, il y a eu un certain changement en 2004 qui est important, parce que là, on a introduit la notion de crise internationale. On a utilisé dans la Constitution, même dans les matières réservées à la loi. Et là, bon, il y a par exemple on a eu recours à ça, Dexia, la garantie de Dexia. Mais c'était un changement un peu sous-jacent qui n'était pas clairement perçu dans l'opinion publique, je crois, sauf par le Conseil d'État, qui a mis à cette époque en garde très clairement, qui a dit que cette disposition aurait des lourdes conséquences, parce qu'on habiliterait directement le gouvernement à prendre des décisions, on ne passerait plus par des lois d'habilitation, et que le pouvoir exécutif serait seul juge des conditions de son application, et qu'il aurait des pouvoirs quasi illimités. Donc, le noyau de la question était déjà là, mais ce n'était pas la pratique. Ce n'était pas la pratique juridique et politique. Je vous laisse encore une minute. D'accord. Ce qui a été nouveau maintenant, je passe l'étape de la révision générale de la Constitution. Mais ce qui est nouveau à l'époque, avec la proposition de loi de M. Baudry, c'est l'introduction de l'ordre public comme notion dans toute cette matière. L'ordre public, là, on rentre dans des questions politiques, dans des questions d'état social de la société, l'ordre social de la société. L'ordre public, c'est la police et la justice qui sont compétents pour l'ordre public. On attribue donc des pouvoirs spéciaux, en principe, à la police et à la justice, et cela change définitivement la discussion. Et maintenant, on est en plein dans la discussion qu'on a en France des pouvoirs politiques dérogatoires et exceptionnels qu'on veut donner aux autorités publiques, à l'exécutif, à la partie administrative de l'État, et non plus au Parlement. Et c'est ça la véritable question qui se pose. On va certainement encore en parler. Certainement. Merci bien. Monsieur Robert Biver, après les attentats de Charlie Hebdo en janvier 2015, le gouvernement a réagi face au terrorisme avec un premier paquet de mesures législatives. Dans un avis très critique à l'époque, toujours en tant que procureur général d'État, vous avez mis en garde face au danger d'une justice préventive. Quelle est votre position face au changement constitutionnel qui est maintenant à l'ordre du jour ? 3 minutes, c'est très court. Ouais. Disons tout d'abord qu'une constitution a pour principe d'énoncer les repères communs, intangibles
et ne pas laisser traîner ce qu'on a pu appeler en d'autres temps une arme chargée. Mais la question est de savoir si, en temps de crise aiguë, l'état de droit l'état démocratique ne doit pas avoir les possibilités de réagir de manière adéquate, à condition que ces mesures soient proportionnelles à la gravité et de la situation donnée. Remarquons d'ailleurs que tant l'article 15 de la Convention des droits de l'homme que l'article 4.1 du Pacte international des droits civils permet une dérogation, une atténuation de l'état de droit. Mais ces mesures ne doivent pas être de nature aussi fondamentale qu'elles vident l'état démocratique de tout aspect, de tout niveau d'état de droit, sinon l'état démocratique perd l'entièreté de son essence. Il est tout à fait exact qu'on a connu une telle disposition, des dispositions analogues dans notre Constitution. Mais le débat, je crois, est maintenant d'une autre nature, en ce que, depuis les attentats, ce sont les libertés individuelles qui sont en cause, alors qu'auparavant, c'était plutôt des libertés économiques qui sont en cause. Et ce qui est également en discussion en France, ce sont bien les libertés individuelles. Aussi, certaines personnes craignent, voire sont convaincues, que l'état d'urgence ne s'inscrive dans un processus inéluctable qui est en train de faire évoluer les démocraties occidentales vers ce qu'il faut appeler des états de sécurité. Et ceci en raison, d'une part, de certaines dispositions légales de justice prédictive, je dirais, et d'autre part, qu'on entend également de la part de très hauts responsables politiques tout le temps des phrases comme « la sécurité est la première des libertés », alors que ce n'est pas une liberté et ce n'est très certainement jamais une finalité. La question se pose toutefois si on ne peut pas faire un autre discours. En effet, la question est de savoir si nous ne devons pas cesser de croire que notre état de droit est un état désarmé et que nous devons nous convaincre que nous avons les moyens d'affronter ce danger par une riposte soutenue. Vous avez une montre qui marche très mal. Soutenue et persévérante, sans nous écarter de nos valeurs. Aussi faut-il sortir de l'image que la liberté et la sécurité sont antinomiques alors qu'elles sont complémentaires. L'agencement entre les deux ne doit pas se faire aux dépens de l'état de droit, sinon le terrorisme a déjà gagné une bataille décisive. À menace constante, il n'y a pas de réponse temporaire. Or, par définition, l'urgence ne peut pas être un état permanent. On ne peut pas faire de l'exception la règle. L'urgence en France ne cessera pas à la fin du Tour de France. Même si on le dit, on prolonge l'état d'exception jusqu'à cette date. Le danger persistera bien encore. D'accord, ce qui fait qu'il faudra bien intégrer ce risque dans le droit commun. Comme pis-aller, il faut impérativement limiter dans la durée l'état d'urgence et limiter, cantonner les mesures qui peuvent être prises, qui doivent être arrêtées par la loi, ainsi que ceci est prévu dans la révision constitutionnelle française, et il doit y avoir possibilité de les soumettre à un contrôle judiciaire effectif. C'est là le prix à payer pour que nos valeurs, si durement acquises au terme d'un long combat, soient préservées. Merci, M. Bibel. Je vous ferai cadeau d'une nouvelle montre. Oui, faites-y, une belle.
Monsieur Luc Häusling, à vous de réagir. Donc, selon vous, en tant qu'expert en droit constitutionnel, quels sont, selon vous, les avantages ou les désavantages ou l'intérêt d'une constitutionnalisation de la notion d'état d'urgence, ou bien, comme dans le cas de Luxembourg, elle y est déjà, où le principe d'état d'urgence est limité, là, il va être élargi. Qu'en pensez-vous? Si ça va faire son chemin. Pour ces 3 minutes, je vais juste me limiter à une première réflexion. Je pense qu'il faut d'abord essayer de réfléchir au point de départ, aux principes qui doivent guider notre démarche. Et puis après, on peut discuter des détails. Je pense qu'au niveau des principes, sur ce point, je ne serais pas d'accord avec l'affirmation de mon doyen. Je pense que l'état d'urgence n'est pas le début de la fin ou même la fin de l'état de droit. Je pense qu'au contraire, ce raisonnement risque au contraire d'être très contre-productif, puisque je pense que la plupart des gens sont plus ou moins convaincus qu'il y a besoin parfois de mesures exceptionnelles, et que si l'état de droit et les pouvoirs exceptionnels sont contradictoires, eh ben, les citoyens ordinaires vont dire « je veux bien les pouvoirs exceptionnels ». Tant pis alors pour l'état de droit. Je pense au contraire que l'état de droit, l'idée des règles, qu'on respecte des règles, c'est une valeur qui a une certaine valeur instrumentale. Ce n'est pas un but en soi. Le respecter une règle n'est pas un but en soi. Ça a un sens si cette règle a une valeur. Cette valeur peut être très subtile, complexe, peut être parfois discutée, mais c'est qu'une règle a une certaine valeur, une certaine justification. Et si cette règle n'a plus aucune justification, on peut, à mon avis, tout à fait considérer qu'il y a peut-être plus de raison d'être à appliquer une règle qui s'avérera contre-productive. Et de ce point de vue-là, lorsque nous avons une situation normale, pacifique, nous avons un état de droit qui peut être très sévère, qui peut être très régulé, qui peut être très précis, très pointilleux, avec beaucoup de procédures qui servent à éviter des dérapages. En revanche, si nous avons une situation de type exceptionnel, espérons que nous n'allons pas jeter toutes les règles, on va simplement dire que nous avons besoin d'un guide, d'un Führer en allemand qui nous guide et qui décide, et nous faisons confiance à cette personne, mais j'espère qu'à ce moment-là, on va dire qu'il nous faut toujours un état de droit, mais évidemment un état de droit version light. Et ce qui m'amène à 2 considérations, c'est que dans cette situation exceptionnelle, il faut donc repenser les règles. Il faut repenser, avant que cette situation arrive, il faut essayer de penser au mieux ce que pourrait être cette situation si exceptionnelle pour prévoir des règles qui seraient certes exceptionnelles, mais qui seraient adaptées à cette situation exceptionnelle. Et je pense que ce qui manque le plus dans ce texte, c'est cette idée de proportionnalité. C'est cette idée de proportionnalité, on a l'impression qu'on passe de l'état de droit psychorigide à, voilà, les portes ouvertes à la confiance. On va faire confiance au gouvernement, il pourra tout faire, presque. J'exagère le propos, bien sûr. Or, de ce point de vue-là, il faut introduire cette idée de mesure, de proportion. Et ma deuxième série de réflexions, c'est que pour l'instant, nous avons toujours réfléchi sur, on a la situation normale et la situation exceptionnelle. Alors, bien sûr, cette vision, elle est schématique, puisqu'il y a des situations ordinaires, il y a des gradations, et il y a une gradation dans les situations exceptionnelles. Et c'est cette gradation qui existe dans le régime ordinaire. Nous n'avons pas un régime ordinaire pour tous les jours qui soit identique. Et ce qui manque dans ce texte, c'est cette idée de gradation de plusieurs types de situations exceptionnelles, et qu'il faut une gradation des réponses, il faut peut-être une gradation des précautions, des barrières pour éviter justement... Alors, pour en fait aboutir, pour essayer de joindre 2 objectifs, puisque les 2 objectifs, c'est qu'il nous faut un système exceptionnel qui soit efficace. C'est quand même la première chose. Avant de penser à l'abus, il faut d'abord penser, est-ce que c'est vraiment efficace? Et là, je vais dire de façon très claire, si demain Cattenom explose, est-ce que ce texte va nous sauver? Est-ce que ce texte va régir de façon efficace le problème qu'aura le Luxembourg si Cattenom ou une centrale belge explose, peu importe. Et le deuxième objectif, c'est il faut éviter bien sûr des abus. Il faut donc une gradation de barrières. Et sur ce point, il me semble que le texte actuel
fait trop confiance au gouvernement. Et même si, évidemment, nous sommes au Luxembourg, et je pense que cet élément, il ne faut pas l'oublier, un micro-État comme le Luxembourg a toujours quelque chose de gentil. On a du mal à parler de l'État Luxembourg comme un État puissance, un État qui fait peur. Et je pense que du coup, d'ailleurs, pour moi personnellement, l'état d'exception, pour moi personnellement, c'est la moindre des préoccupations de la réforme constitutionnelle. Parce que Monsieur j'imagine, Hochling. voilà, quand est-ce que cela sera appliqué? En tout cas, il faudrait graduer les réponses. Merci bien. Madame Véronique Boruc, fin mars, vous avez, ensemble avec les juristes Michel Eppelding et Julie Wietzlawski, rédigé une tribune libre au Luxembourger Wort, mettant en garde contre une constitutionnalisation, justement, de l'état d'urgence. Vous avez écrit « C'est une remise en cause profonde, dangereuse et inutile de nos libertés et de nos droits, contraire à la notion de droit. » Et vous avez parlé d'un état de police animé par un esprit sécuritaire qui pourrait en résulter. Bon, ça rejoint un peu différentes prises de position qui ont été faites déjà. Pourriez-vous nous résumer d'une façon courte votre point de vue? Mais oui, en ça 3 sera minutes. très court du coup, pour compenser l'excès de certains autres. Mais ça sera très rapide, donc à la fois je pense que la profondeur a été soulignée très justement par le professeur Braun. Je vais juste mentionner rapidement, avant d'entrer plus tard dans la discussion précise, pourquoi j'estime que la constitutionnalisation de l'état d'urgence, qui existe donc déjà en partie, est à la fois inutile et dangereuse. Donc, selon moi, s'il devait y avoir une réforme de l'article 34, paragraphe 4, c'est plutôt pour le supprimer entièrement que pour, en plus, l'élargir à la situation d'état d'urgence national. Inutile pourquoi? Aucune disposition de la Constitution, aucun traité ratifié par le Luxembourg n'empêche le législateur de prendre des mesures efficaces dès lors qu'elles sont nécessaires et proportionnées. Et d'ailleurs, comme d'ailleurs la Chambre des députés l'a mentionné dans son premier procès-verbal concernant la constitutionnalisation de l'état d'urgence, on peut se demander s'il n'y a pas déjà un éventail assez important de mesures pour combattre notamment le terrorisme qui est visé par la réforme actuelle. Donc, est-ce qu'il n'y a pas déjà assez de mesures? Et même à supposer qu'on pourrait introduire d'autres mesures, pourquoi créer une clause de compétence générale qui plus est sans le moindre encadrement? Inutile donc parce que rien n'empêche le législateur d'agir, de prendre ses responsabilités institutionnelles, y compris en cas de péril imminent résultant de troubles graves à l'ordre public. Réforme dangereuse aussi, parce qu'elle met l'état d'urgence au même niveau que les droits fondamentaux, puisqu'il n'y a pas de hiérarchisation claire des droits des articles contenus dans la Constitution. À un niveau symbolique, c'est évidemment problématique. La réforme de la Constitution prévoit pour le futur article 2 que le fondement de la société politique n'est évidemment pas la législation d'exception, mais bien au contraire l'état de droit et les droits fondamentaux. Donc on devrait normalement mesurer les actions du législateur à ces principes-là. Problème symbolique parce qu'on inverse une hiérarchie établie, normalement la liberté est le principe. Ici, on vient introduire l'état d'urgence, certes limité dans le temps, mais on introduit l'état d'urgence, on le hisse au rang normatif supérieur. Et je ne sais pas si c'est vraiment utile, dans la mesure où ça risque aussi, et je pense terminer par là, pour ne pas dépasser, ça risque aussi, ne serait-ce que sur un niveau psychologique, de faciliter le recours à l'état d'urgence. Normalement, s'il y a une situation objectivement constatable d'atteinte à l'ordre public, la situation devrait être rapidement prise en charge par la Chambre des députés. Je ne vois pas ce qui l'empêcherait de faire ce travail. Merci bien. 3 minutes. Parfait.
Monsieur Frank Wyss, récemment, dans une intervention à la radio 100.7, vous avez dit que le 13 novembre 2015, en Europe, aura probablement le même impact quant aux législations sécuritaires que le 11 septembre 2001 aux États-Unis. Dans cet ordre d'idées, vous critiquez les projets actuels autour d'une redéfinition du concept d'état d'urgence. Pourrez-vous nous expliquer davantage? Alors, le problème, c'est effectivement, j'assiste avec grand intérêt à la controverse entre professeurs, l'un qui dit que l'état d'urgence c'est la mort et l'autre qui dit non, non, il peut l'avoir nécessité de l'avoir. Je suis plutôt du côté du doyen. Le problème, c'est la réponse qui est donnée à une menace terroriste qui existe depuis presque tous les temps. Je crois me souvenir de mes cours d'histoire qu'il y avait un grec pour devenir célèbre. Il a incendié un temple. C'était peut-être le premier terroriste, mais c'est une menace qui existe toujours. Au 11 septembre, il y a eu le Patriot Act, avec tous les excès qu'on connaît. Et je crois qu'on est en train d'assister à un peu un même réflexe en Europe face à cette menace terroriste. Ce qui m'amène à cet état d'urgence, il y a 3 choses qui m'ont interpellé ce projet. La première, c'est le timing. Alors, j'ignorais effectivement qu'il y aurait déjà eu auparavant des discussions. Moi, ce que j'avais entendu, on discute depuis des années d'une réforme constitutionnelle, mais c'était jamais à l'ordre du jour. C'était jamais identifié comme une priorité de modifier le 32.4 de la Constitution. Et donc le premier réflexe, peut-être l'avocat du diable, mais est-ce qu'on n'utilise pas maintenant les attentats terroristes comme prétexte pour nous faire avaler quelque chose qui, en des temps normaux, ne passerait jamais. Le deuxième, c'est le modèle qui est utilisé, c'est le modèle français. C'est dans le texte, c'est M. Baudry qui le dit également, et on a pour l'instant un peu l'avantage d'être des spectateurs. On voit en France ce que l'application d'un état d'urgence suite à des attentats terroristes peut donner comme conséquence. Moi, mon avis personnel, c'est qu'actuellement, l'état d'urgence en France est utilisé comme un moyen de faire régir d'ordre public. Comme M. le Beaver l'a dit, il y a maintenant le championnat d'Europe de football, Tour de France, ne sont pas des calamités, mais ils sont utilisés comme argument pour justifier un maintien de l'état d'urgence. La menace terroriste sert de prétexte. Sert de prétexte pour faire maintenir ou continuer l'état d'urgence. Et la dernière chose, c'est le libellé de l'article 32.4 et surtout les périls imminents résultant d'atteintes graves à l'ordre public. Comme j'ai dit, on fait de l'ordre public grâce à l'état d'urgence en France, à mon avis, et même si toutes les personnes qui ont écrit ce projet de loi sont les meilleures, très intentionnées, on ouvre une porte à une possibilité d'utiliser ça à mauvais escient. Et je terminerai juste, le seul point positif du modèle français, c'est que le modèle français, c'est la loi du 3 avril 1955, elle prévoit des mesures qui peuvent être prises. Ici, et là M. Schling a raison, ce n'est pas du tout le cas. Ici, pendant 10 jours, le gouvernement décide, il y a péril imminent, et pendant 10 jours, le gouvernement peut prendre des mesures, même dérogatoires à la loi, donc il peut faire ce qu'il veut. Merci bien. Donc, oui, vous avez entendu toute une série de mises en garde, de critiques, de peurs par rapport au texte que vous avez proposé. Moi, je propose de lire le premier paragraphe du texte et de la proposition de révision, justement, de l'article dont on parle. Donc, il est stipulé qu'en cas de crise internationale ou de menace réelle pour les intérêts vitaux ou les besoins essentiels de tout ou partie de la population, le Grand-Duc, après avoir constaté la gravité de la situation et l'urgence, peut prendre en toute matière des mesures réglementaires appropriées, même dérogatoires à des lois existantes. Et il est écrit, il en est de même en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public.
quand vous avez contextualisé ce texte dans votre introduction, vous avez dit que le gouvernement ou les législateurs, il est devant le choix ou bien de choisir la voie de la Constitution ou de la reformuler, ou bien de développer des textes juridiques nouveaux pour répondre à un nouveau besoin, parce que ce qui est en place ne suffit pas. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui ne suffit pas, pourquoi les lois en place ne suffisent pas pour prévenir des dangers ou réagir à des dangers de cette mesurée amplitude? Donc, premièrement, je dirais, on peut prendre l'exemple français, où effectivement, maintenant, en France, on s'achemine, gouvernement et parlement, et cette distinction entre le gouvernement qui serait plutôt porté vers les abus et le Parlement qui serait tout à fait d'un autre côté, ça me semble être assez artificiel. Je dirais même que, comme j'ai été également membre du gouvernement pendant un certain temps, je connais un peu les réflexes, peut-être même le gouvernement ne suit pas toujours tout de suite les opinions publiques, alors que, en général, une majorité des parlementaires a plutôt tendance à suivre immédiatement. Donc je ne sais pas finalement si on peut faire ce placement d'une partie du gouvernement qui serait donc assez suspect, disons, de pouvoir ne pas utiliser à bon escient les pouvoirs, et le Parlement qui serait donc bien par nature. Donc là, il faut être, à mon avis, plus nuancé dans cette appréciation. En France, ce qui se passe maintenant, là, en France, on a abandonné le fait de constitutionnaliser l'état d'urgence. Et tout de suite, on a décidé d'incorporer dans le droit commun un certain nombre de règles qui figurent maintenant dans la loi de 1955 sur l'état d'urgence. Donc, on est passé à l'étape suivante, on fait donc du droit commun, des mesures qui étaient en fait seulement prévues pour être utilisées dans des moments exceptionnels. Et j'ai un peu peur, effectivement, que cela pourrait également, s'il y a une forte pression de l'opinion publique, etc., des faits divers, etc., je vois cette possibilité, comme effectivement on peut dire que le risque est toujours le même, il est là, donc on va donc élargir notre arsenal qui est à notre disposition. Bon. Le gouvernement actuel, c'est sa prise de décision, je n'ai pas dit un président, a indiqué trois mesures qu'il ne voulait pas pérenniser, mais que si jamais on serait passé à un niveau d'alerte supérieur, il aurait proposé de prendre sur base de l'article 32.4 actuel, c'est-à-dire de régler de façon plus large la prise d'identité sur les lieux publics, également d'élargir donc la possibilité de faire des fouilles corporelles sur les lieux publics, et également de pouvoir donc faire des fouilles de voitures sur les lieux publics. Ça, par exemple, ça n'est pas prévu tel quel dans nos législations actuelles, mais c'est une des idées que le gouvernement a avancées pour éventuellement prendre en cas de nécessité, si effectivement on passerait à un niveau d'alerte supérieur. Et j'ai un peu peur, effectivement, qu'on arrive à ce que le droit exceptionnel devienne la règle. Et je crois que ça, c'est, à mon avis, la pire des hypothèses à envisager. Donc, ce qui explique donc pourquoi on s'est engagé dans cette voie. Donc, on a d'une part fait un élargissement du champ d'application de l'actuel article 34, mais en même temps, on a introduit un certain nombre de restrictions, de garde-fous, qui sont censés encadrer et bien limiter effectivement dans le temps, également dans l'espace, les règles que pourrait prendre le gouvernement. Donc je crois qu'on ne peut pas discuter de façon isolée du champ d'application sans avoir en tête également qu'il faut parler également en même temps en fait, du cadre qui est nouvellement fixé. Alors qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune restriction, il faut le dire, sauf cette limitation de 3 mois pour la validité
des règlements pris sur base de l'article 34, mais à l'heure actuelle, il n'y a aucun garde-fou, aucun, qui n'est inscrit dans le texte actuel de la Constitution. Donc, si j'ai bien compris, vous considérez votre démarche comme un encadrement et une définition de l'article actuel. Bien sûr, je dirais également que ce n'est pas maintenant le dernier stade du texte. C'était en fait la conclusion de débats qu'on a mené en commission, et c'est sur ces idées-là, on a pu se mettre d'accord à une majorité très large au sein de la commission des institutions. Mais on est tout à fait conscient, je crois que ce débat peut y contribuer à ce que c'est un texte qui est certainement perfectible. Je crois personnellement qu'il est mieux que le texte actuel de la Constitution, mais il est certainement encore perfectible. Je dis simplement 2-3 questions qu'on avait discutées, que finalement on n'a pas retenues provisoirement parce qu'on estimait qu'il ne fallait pas le préciser parce que, de notre avis, ça faisait partie de tout le système. C'est la question du respect d'autres dispositions constitutionnelles. Pour nous, il est évident que le gouvernement doit respecter l'essence des droits fondamentaux tels qu'elles sont dictées par la Constitution et par les conventions internationales. Donc il ne peut pas il peut déroger à une loi existante, mais il ne peut pas déroger à la Constitution. Ça nous semble être évident d'après les textes. Si on arrive à la conclusion qu'on peut le mettre dans le texte même, je n'ai pas de problème avec ça. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, également, c'est la question du contrôle des juges, qui était également très important. Nous avons repris un ancien avis du Conseil d'État sur la même question, qui estimait que l'article 95 de la Constitution fait que, également, ces actes qui sont posés par le gouvernement se font sous le contrôle des cours et tribunaux. Puisque c'est un texte de la Constitution, on a dit qu'on n'a pas besoin de le mettre expressément dans le texte même. Et ça, c'est également un moyen à discuter pour simplement tout de même connaître notre interprétation du texte également. Monsieur Biva, vous voulez réagir? Merci. Deux observations. D'une part, le texte français, même si on l'abandonne maintenant, si on le laisse en rade, en race campagne, mais il a été adopté finalement par les deux chambres, dit « La loi fixe les mesures administratives que les autorités civiles peuvent prendre pour prévenir ce péril ou faire face à ces événements. » C'est donc la loi qui prévoit cela. Et cela me semble tout de même important. Figurez-vous que le gouvernement décide alors, mais je vais maintenant faire fusionner toutes les banques de données, ou je touche aux dispositions relatives aux écoutes téléphoniques, pour reprendre un sujet qui fait toujours florès. Donc là, il faut bien un cadre, et la loi de 1255 en France fixe bien un cadre et énumère 6 conditions dans lesquelles 6 mesures qui peuvent être prises. Et d'ailleurs, au cours des prolongations successives, le législateur a adapté ces mesures. Puis un autre point qui rejoint ce que M. Braun, mais certes, moindre mesure moi-même, mais nous avons repris, c'est que ces mesures d'exception risquent de devenir dans le droit commun. Mais là, c'est un choix politique. Et je prends comme exemple les perquisitions de jour et de nuit en cas de flagrant délit dans les affaires de terrorisme. C'est là un des points qui était prévu dans la loi française de 1955, dans les mesures maintenant également. Donc, et maintenant, il y a un projet de loi chez nous qui prévoit très exactement cela. Moi, je ne dis pas que c'est là la pire des atteintes aux libertés, c'est autre chose. Mais c'est là un peu comment ce cheminement risque de se faire, de ce qu'on a pu appeler en France une banalisation de l'état d'exception. Moi, je voudrais vraiment revenir à l'article de l'article constitutionnel qui est proposé et réfléchir sur les cas d'ouverture de ces pouvoirs exceptionnels. Après, on pourra réfléchir quelle est l'étendue de ces pouvoirs, qui doit les avoir, quels sont les contrôles. Mais la première question, c'est quand est-ce qu'on peut déclencher ces pouvoirs? Et là, l'exposé des motifs et ce que M. Baudry a encore dit ici, c'est
il est dit en cas d'extrême gravité. On imagine Quatennens qui explose, évidemment tout le monde dira ah bah oui, on ne peut plus convoquer les députés à la Chambre parce que tout sera irradié. J'ai vérifié, la Constitution actuelle autorise la Chambre de se réunir à un autre endroit que Luxembourg, parce que c'est le gouvernement qui décide et la Chambre est censée se réunir là où est le lieu de l'administration. Mais si on regarde les cas, je n'y vois pas seulement les cas d'extrême gravité. Il y a 4 cas. Crise internationale. Alors, premièrement, moi je dirais, attention, toute crise internationale des médias n'est pas une crise internationale, je l'espère, de la Constitution. Parce que s'il y a une crise internationale entre le Burundi et le Rwanda, c'est une crise internationale. J'espère que le gouvernement ne va pas dire que, du coup, il pourra déclencher les pouvoirs exceptionnels. Enfin, on a quand même eu un raisonnement qui arrivait un peu à ce résultat. Il faudrait quand même une crise internationale qui affecte le Luxembourg. Je pense que ça mériterait d'être dit dans le texte. Sinon, il n'y a pas d'urgence, je dirais. Ben, là, on est dans le débat. Alors, qu'est-ce qu'une urgence? Alors là, urgence... Sur le Burundi, je ne parle pas d'urgence pour prendre des mesures. Je pense que là, à ce moment-là, à un moment donné, il faut accepter que le système politique, avec une démocratie qui implique une certaine lourdeur, ne peut pas toujours réagir de manière super rapide. Je pense que là, il y a une valeur de la démocratie parlementaire aussi à défendre et à assumer certains désavantages. Deuxième cas d'ouverture, les menaces réelles, j'espère qu'il n'y aura pas des menaces irréelles, pour les intérêts vitaux de tout ou partie de la population. Alors vitaux, on se dit, ça doit être existentiel, on se dit, c'est toujours Quatennens, c'est Quatennens. Ou la Deuxième Guerre mondiale, la troisième alors, très bien. On est toujours d'accord. Et puis arrive, troisième catégorie, les besoins essentiels de tout ou partie de la population. Ah, essentiel, besoin essentiel. Alors, qu'est-ce qu'un besoin essentiel d'une partie de la population? Puisqu'il suffit qu'il y ait une partie. Eh bien, écoutez, moi, je pense, petit village de Weißwamposch, problème d'eau, il n'y a plus d'eau potable. C'est un problème essentiel. Vous êtes d'accord que c'est un besoin essentiel d'avoir de l'eau? Il n'y a plus d'électricité, Knaposchend, eh bien, pareil, besoin essentiel. Je vais même aller plus loin. L'autoroute vers Trèves ne marche plus. Besoin essentiel de transport. Tout le monde doit aller au travail, être à l'heure. C'est un besoin essentiel. D'une partie de la population, il n'y a même pas besoin que toute la population soit concernée. Donc, en fait, avec le besoin essentiel, je dirais un très grand nombre de problèmes actuels, de petits problèmes, de petites crises, rentrent maintenant dans cette crise de cet article. Alors, il y a le 4e cas, c'est les périls imminents résultant d'atteintes graves à l'ordre public. Simplement, là, je me pose la question, est-ce qu'au lendemain des attentats, est-ce que le fait que le gouvernement puisse déclencher par des mesures réglementaires des règles dérogeant aux lois, est-ce que cela va changer le cours des choses lorsqu'on lutte contre le terrorisme? J'ai mes doutes sur ce point. Mais en tout cas, je ne suis pas du tout d'accord qu'on dise que ce n'est que dans des cas d'extrême gravité que ce système peut être appliqué. Et c'est là le danger. C'est ainsi qu'on rend un régime exceptionnel, qui est censé rester exceptionnel, on le rend ordinaire. Si j'ai bien compris, on le rend ordinaire parce qu'on ne définit pas exactement ce qu'on entend par urgence, ce qu'on entend par besoin essentiel ou formulé autrement. Donc, il faudrait que le législateur soit précis, limitatif, graduel, comme vous avez dit dans votre introduction. Donc, selon vous, le texte il est trop flou, trop vague et permet par cela toutes sortes de mesures qui dérogent aux lois en cours. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir à une gradation des situations dites exceptionnelles et en fonction de la gravité, prévoir sur quel point faut-il alléger les systèmes actuels. Or, je redis, s'il est question simplement de besoins essentiels de tout ou partie de la population, je ne vois aucune raison pourquoi le système politique actuel, sur les règles normales, ne devrait pas être à même de gérer. Si le système actuel n'est pas capable de gérer ce type de problème, mais à quoi sert-il? Monsieur Urbani. Oui. Je crois que la Commission avait eu une bonne idée au début, qu'elle n'a plus poursuivie ensuite. C'était d'aller voir, mais quelles sont les possibilités actuelles qu'on a déjà en cas de crise internationale.
Et on s'est très vite aperçu qu'il y a beaucoup de moyens. Il y a les forces de l'ordre, évidemment, qui peuvent intervenir. Au Luxembourg, même l'armée peut intervenir, hein, ce qui est une grande discussion en Allemagne, si elle peut ou si elle ne peut pas. Il y a déjà actuellement de grandes possibilités de réquisitionner, de protéger les infrastructures, de contrôler les personnes, de d'éloigner des personnes, de les déplacer ou de les assigner à séjour. Il y a des plans d'intervention tout près. Le plan Viginat, dont il est question en matière de terrorisme, et beaucoup d'autres. Plan nombreuses victimes, accidents nucléaires, Cattenom, intempéries même, rupture d'approvisionnement, cyberattaque. Donc il y a toute une panoplie dans le droit commun pour réagir. Et s'il y a des lacunes, je crois qu'on peut parfaitement, dans certains cas, comme on le fait dans la loi sur le code d'instruction criminelle, prévoir, par exemple en matière de terrorisme, encore faudra-t-il définir le terrorisme, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais de préparer déjà actuellement certaines hypothèses. Moi, quand j'étais à la commission des institutions, ce sera maintenant Marc Baum qui sera mon successeur. Moi, j'ai proposé, au nom de Die Linke, un certain nombre de modifications de texte, bien que je sois opposé au changement en soi, mais j'ai proposé un certain nombre de propositions de texte, par exemple en matière de définition de ce que c'est que le terrorisme. M. Röchling vient d'en parler, et je me suis rabattu sur une définition de la Cour européenne des droits de l'homme, la Commission de Venise, qui réduit cela à l'état de guerre et autres menaces graves à la vie organisée de la communauté. Même la Constitution française connaît une gradation. L'article 16, par exemple, concerne l'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, ce qui n'est pas le cas en France, ni au Luxembourg, bien sûr. L'article 36, qui prévoit la guerre étrangère ou une insurrection à main armée, c'est l'état de siège. Et en quelque sorte, l'article 36.1, qu'on veut maintenant introduire, qui est pareil au nôtre, constitue un grade inférieur à l'état de siège, c'est-à-dire l'état d'urgence. Donc, je crois que la formulation actuelle, je donne absolument raison au professeur Röchling, est beaucoup trop permissive, beaucoup trop élargie, à condition qu'on accepte même d'aller à la voie constitutionnelle. Ça, c'est une autre discussion qu'il faudra mener également. Et je crois que dans certains pays qui ont connu une expérience de dictature, comme le Portugal ou l'Espagne, le Parlement doit donner son accord préalablement à l'état d'urgence. Et surtout, il faut que l'état d'urgence se fasse par une loi. Je crois que, moi j'ai proposé par exemple qu'après les 10 jours, si on veut se tenir à ces 10 jours, on dit que c'est seulement une loi qui peut transférer et introduire des mesures. Droits fondamentaux, c'est une grande discussion dont il faudra discuter. Bien sûr, les droits fondamentaux de la Constitution ne pourraient pas être mis hors service, mais la Constitution dit souvent tel droit fondamental est réglé par la loi. Et une loi, et le règlement d'urgence remplace la loi et la modifie. Ce règlement d'urgence pourra parfaitement réduire le droit de se rassembler paisiblement, même réintroduire une certaine forme de censure par la presse. Donc ça peut aller très très loin avec toutes ces formulations, et je crois que si on se décidait à maintenir le texte actuel, il faudrait au moins le restreindre de façon très très importante. Mais pour l'essentiel, je partage plutôt l'avis de M. Braum, qui a été très radical et qui est opposé à ces nouvelles mesures, et qui a dit une chose importante. Il a dit « l'état de droit est très fort s'il est appliqué ». Et on peut avoir un état de droit très fort qui applique toutes ces différentes mesures face à des dangers imminents, et que ce soit le Parlement qui les applique, et non pas un gouvernement à qui on délègue tout. Et en plus, encore au Luxembourg, c'est le grand-duc à qui on délègue. Donc ça rend encore plus désuète toutes ces discussions quand même. Donc,
Deux questions à vous, Monsieur Baudry. Pourquoi pas cadrer davantage? Et pourquoi est-ce que ce serait l'exécutif qui a la prérogative de déclarer l'état de droit, l'état d'urgence, pardon? Parce qu'on a les quelques cas où on a appliqué en fait cette règle de crise internationale, c'était en matière financière, c'était au moment où il fallait du jour au lendemain dire oui à une garantie bancaire de plusieurs milliards d'euros. Bon, c'est une question de quelques heures. Ce n'était pas une question de pouvoir rédiger un projet de loi, de la soumettre à l'avis du Conseil d'État. Et non. Donc, je crois que les quelques exemples qui existent sur la base plus restreinte montrent tout de même qu'il n'y a pas eu d'abus. Et je crois que personne n'a critiqué, en fait, le fait que les gouvernements respectifs ont utilisé cette possibilité que la Constitution leur donnait pour utiliser les pleins pouvoirs. Et donc, également, je prends maintenant effectivement une attaque terroriste de l'ordre de celle qui a été, dans le cas à Bruxelles, ou ici à Paris. Bon, là, faire une réunion du Parlement, etc. Est-ce qu'on va maintenant... Je vois tout de même mal comment ça pourrait se faire. Là, je trouve tout de même qu'il y a des situations tout à fait exceptionnelles où je vois mal comment on peut effectivement, d'une heure à l'autre, avoir une réunion du Parlement qui doit voter une loi, parce que c'est le seul moyen. C'est le seul moyen. Il y a les ambulances, il y a la police, il y a tous les instruments qu'il faut. Franck Wyss. Le problème, c'est effectivement que ce projet-là, il part du fait, si quelque chose comme à Paris se passe chez nous, on sera désarmé. On a absolument besoin de ça, les Français, ils l'ont, nous aussi, on a besoin de ça. Et c'est ça le problème, à mon avis, il n'y a pas de réflexion, parce que les mesures que vous avez données, que le gouvernement voudrait faire en cas d'état d'urgence, le contrôle d'identité, il y a déjà une réglementation sur le contrôle d'identité. Peut-être on pourra la vérifier, la modifier, il y aura un débat au Parlement. Ce n'est pas quelque chose, je pense, qui serait déjà la première mesure à prendre pour parer à une attaque terroriste. Donc les mesures qui ont été données là ne me convainquent pas qu'on a vraiment besoin d'un état d'urgence où le gouvernement devrait immédiatement, en cas d'attentat terroriste, pouvoir prendre des mesures dérogatoires aux lois. J'ai vraiment du mal, j'ai écrit un article pour le forum où j'ai imaginé comment ça pourrait se passer, qu'est-ce qui devrait se passer. J'ai imaginé un attentat au Kirchberg, le jour où il y a le championnat du monde de cyclocross à Bellevaux. Il y a aussi des événements sportifs internationaux au Luxembourg. Donc là, j'ai imaginé le gouvernement va déclencher l'état d'urgence. Mais en fin de compte, on n'en a pas besoin. Comme on a dit ici, notre état de droit, il a des armes pour lutter contre ça. Donc on peut maintenant faire une imagination, un texte où on a du mal à s'imaginer une situation pour notre pays et avec le problème, l'état d'urgence, c'est une suspension de l'état de droit. C'est un déséquilibre vers l'exécutif. En France, par exemple, l'état de siège, c'est l'armée. Parce que dans la Constitution française, il y a tel siège, là c'est l'armée qui décide. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas en 1955 décréter l'état de siège, parce que ce serait l'armée qui aurait pris le pouvoir. Donc, mais la balance des pouvoirs, elle est mise en suspens, même si c'est que pour certaines matières, comme c'est le cas en France, mais ça reste toujours, pour moi, c'est comme un poison que vous insufflez un peu dans l'état de droit, et plus que vous insufflez ce poison-là, plus l'état de droit, il va plus s'essouffler. Je pense qu'il est très juste de dire que jusqu'ici, personne ne s'est plaint de l'intervention de l'exécutif, mais c'est sans doute aussi lié au fait que cette intervention se limitait à la matière économique et sociale. Maintenant, on peut dire que vous élargissez, et vous avez d'ailleurs dès 2004 élargi le champ, mais vous ne l'avez pas simplement élargi. Toute la matière législative constitue le champ d'application potentiel de cette réforme. Et donc, à partir de ce moment-là... Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. 32.4 le prévoit aujourd'hui. Oui, les questions économiques, c'était les lois de plein pouvoir. Oui, on n'a plus ça. C'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire que depuis 2004, pour les crises internationales, désormais pour le volet interne. On est d'accord,
si vous élargissez à tel point le champ d'application, en excluant aucune matière, pourquoi est-ce que, en même temps, vous donnez carte blanche au gouvernement plutôt que de prendre en charge vos responsabilités au Grand-Duc en plus, oui. Donc le Grand-Duc qui potentiellement, d'ailleurs, pourrait refuser de décréter l'état d'urgence. Ça, oui, on l'a souvent dit auparavant. Bizarrement, c'est quand même arrivé. Donc pourquoi abandonner cette compétence à l'exécutif ? Juste pour aller abonder dans le sens de Véronique, c'est que tout ce discours sur l'état d'exception baigne dans l'idée c'est l'exécutif qui va nous sauver, c'est eux les sauveurs. Alors en plus, symboliquement, c'est le Grand-Duc qui va être le sauveur, derrière le gouvernement. Mais on ne sait pas d'ailleurs qui est derrière. Est-ce que c'est juste le Premier ministre, le ministre d'État ? Ou est-ce que c'est le gouvernement qui sera collégialement ? Là aussi, il y a des questions où on pourrait... Évidemment, il y a l'arrêté de 1800... Les textes sont relativement clairs. Mais, tout règlement grand-ducal doit passer par le Conseil de gouvernement. Absolument, mais je pense que sur ce point, puisque le règlement d'exception peut modifier même ce règlement, ce serait donc du coup, pour prévenir tout abus, on mettrait dans cet article que, ici, bien sûr, le règlement soumis au Grand-Duc doit être validé par tout le Conseil de gouvernement, par exemple. Je pense que, parce que là, on a un système bis. On a le système des temps ordinaires, et puis on a le système bis, et on ne sait plus exactement quelles règles sont encore valides. Par exemple, du côté des droits de l'homme, on ne sait pas du tout quelles règles sont valides, et quelles règles pourront être facilement modifiées. Et veut-on Est-ce que, par exemple, on souhaite que le gouvernement, le Grand-Duc, modifie par un tel règlement la loi sur la justice ? Moi, je pourrais dire oui. Si Cattenom explose, il faut du jour au lendemain changer l'organisation de la justice. Donc, il faut peut-être changer la loi. Donc, je dirais oui, il faut changer cette loi. En même temps, je me dis, mais du coup, on peut porter atteinte à l'indépendance de la justice, sauf à dire, il y a encore la Constitution. Mais je pense que sur ce point, il faut être très vigilant et il faudrait être beaucoup plus précis, puisque là, le texte a quand même, on a l'impression que c'est une sorte de blanc-seing donné au Grand-Duc, sous, bien sûr, le contrôle du Parlement, mais qui, alors curieusement, le Parlement a le droit de prolonger l'état d'urgence, mais il n'a pas le droit d'abréger avant les 10 jours. Parce que si le gouvernement dit « je proclame pour 10 jours », si je proclame pour 10 jours et qu'il ne veut pas aller au-delà, le Parlement, qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Il pourrait à la limite demander... voter une motion de censure, le gouvernement est obligé de démissionner, il n'empêche, ces règlements restent en vigueur pendant les 10 jours où il faudra les appliquer. Et c'est là où je trouve qu'il y a des ambiguïtés, il y a des pas en avant, en effet, mais en même temps, le champ est tellement large. Et juste pour un dernier point, on abonde dans le sens que l'exécutif va nous sauver. Mais alors, regardons ce qui s'est passé en 2004. On parle beaucoup d'urgence et de rapidité. En 2011, excusez-moi, en 2011, ce règlement grand-ducal du 14 octobre, donc signé le 14 octobre, il est dit, article 2, le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication. Nous sommes le 14. Publication, le 17. Voilà l'efficacité de l'exécutif. 3 jours qui s'écoulent avant que le texte ne soit publié et donc entre en vigueur. Est-ce que c'est ça la rapidité de l'exécutif ? Est-ce que vraiment il faut croire que c'est l'exécutif qui sera tellement vite, beaucoup plus vite que le Parlement, pour régler ce genre de situation ? Je pense que là, il y a une sorte peut-être une confiance un peu naïve dans l'exécutif. Permettez-moi tout d'abord, si Cattenom explose ou si un météorite tombe sur Luxembourg, il n'y aura même plus de colloque sur l'état de droit. Mais la première question n'est-elle pas de savoir de quels instruments est-ce qu'on a besoin en cas de crise et de faire une analyse très pointue sur cette situation pour alors prendre des mesures dérogatoires à certains droits. Parce que, et puis, c'est un point qui me semble essentiel, ne faut-il pas fixer ces conditions, ces modalités, ces pouvoirs dans une loi. Parce que, écoutez, en droit, ce n'est pas à vous que je dois le dire, tout est toujours sujet à controverse. Il y a eu de jeunes députés qui, en 1989, lorsqu'on introduisait le contrôle et la vérification d'identité,
Oh, il est monté sur les barricades. J'en connais, moi. Et en droit... Et jusqu'à Strasbourg, même. Ouais. Et maintenant, il descend des barricades, je dirais, les mêmes. Mais en droit, toujours est une question de nuance, ce n'est pas à vous que je le dis. Ainsi, en France, le texte 55 disait qu'une assignation à résidence était possible si l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre public. De ce texte, on a fait actuellement des raisons sérieuses de penser que le comportement constitue une menace de sécurité. Ce n'est donc plus seulement l'activité qui est incriminée, mais le comportement menaçant. Et là, ça doit être fixé, ces cadres, dans une loi. J'ai toujours eu toute confiance dans tous les gouvernements, contrairement à mon père qui n'avait confiance dans aucun gouvernement. Mais peu importe. Mais c'est là le libellé du texte qui est extrêmement important. Et c'est bien le législateur, je pense, qui doit l'arrêter. Mais examinons tout d'abord de quels sont les besoins. Ceci étant, je comprends également le souci des hommes politiques, n'est-ce pas, qui, lorsqu'une catastrophe arrive, et on leur demande qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il fait, dit nous avons tout l'arsenal, oui, nous on est OK. C'est très difficile comme position à tenir. Je ne rêve pas, mais regardons tout de même la réalité et confrontons-la avec l'idéal de l'état de droit. Monsieur Baudry, est-ce que cette analyse des besoins des instruments ou des instruments disponibles, de ce qui manque, a été faite avant de penser au changement? On a eu effectivement, il y a eu le commissaire à la protection nationale qui a fait un exposé sur les différents plans Vigilat qui, à l'heure actuelle, n'ont aucune base légale d'ailleurs, aucune base légale. Vive la catastrophe qui arrive. Donc, on sera dans une situation de non-droit. En grande partie, il y a une législation qui est en préparation, qui est en procédure, mais actuellement, tous ces plans, ce sont des plans administratifs qui, au Luxembourg, n'ont pas la moindre valeur juridique. On n'est pas en France, etc. Et donc, effectivement, il y a un certain nombre de règles qui manquent. Il y a effectivement les 3 cas précis que le gouvernement a mis en avant pour dire que, bon, on ne veut pas que ça devienne maintenant une partie de notre droit commun, mais on veut avoir la possibilité d'avoir une législation différente en cas d'absolue nécessité. Donc, je crois qu'il y a certainement, si on prend le texte français, je suis certain qu'il y a également un certain nombre de sujets qui ne sont pas traités à l'heure actuelle dans notre droit commun. Donc, c'est effectivement une piste que Serge Barnier a d'ailleurs avancée en commission. C'est un peu de s'inspirer du modèle français, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le grand modèle à imiter. Franchement, maintenant qu'on aura, alors, je suis clairement, on aura une discussion. Si on discute toutes ces questions-là, pourquoi, si vous les estimez utiles, pourquoi ne pas les introduire maintenant dans le droit pénal commun ou le code d'instruction criminelle? On aura cette discussion. Je suis tout à fait prêt à l'affronter, mais je suis certain qu'on devra leur expliquer pourquoi, si on estime éventuellement utile une disposition, on ne l'introduit pas dès maintenant, alors qu'effectivement, le risque, il est déjà là. Le danger est permanent. Oui, voilà. On a un ennemi qui ne dit pas son nom. Voilà. Ça peut être M. Vie, ça peut être M. Baudry, ça peut être mon voisin de palier. Je ne le connais pas, je ne peux pas négocier avec lui. Je ne connais même pas ses revendications. Il n'en présente pas. Il est contre nos valeurs. Voilà une des difficultés du combat actuel contre le terrorisme. Mais qu'est-ce qui manque concrètement dans le dispositif qu'on a actuellement? J'ai donné les 3 exemples. On a vu également qu'effectivement, on n'a pas les moyens nécessaires pour pouvoir sécuriser effectivement pendant un laps de temps plus large certains endroits, etc., pour interdire aux gens d'y aller, etc. Donc là, on a également des bases légales tout à fait faibles au Luxembourg.
Je suis pas d'accord de l'appréciation qu'on a des bases solides, etc. On a toujours souvent des textes très anciens et on peut se poser la question si on doit les appliquer, si effectivement, juridiquement, on ne pourrait pas les contester. Donc je ne suis pas tout à fait d'avis que l'arsenal dont nous disposons, qui vient de secteurs tout à fait différents, est vraiment celui dont nous avons besoin en cas de crise manifeste. Donc, à part une opinion publique éventuelle qui réclame des mesures fortes, est-ce qu'il y a des demandes concrètes de la part de certaines administrations ou de la justice, des services de police, des services secrets qui, justement, sont demandeurs pour d'autres mesures que ce qu'on a? Si j'ai bien informé, ce n'est pas le gouvernement qui, par je sais pas, une inspiration divine, aurait formulé le projet de loi qui est actuellement en discussion, respectivement, qui aurait indiqué quelles seraient les dispositions qu'il aimerait prendre en cas de nécessité absolue. Donc ce sont effectivement, d'une part, le parquet, et d'autre part, les forces de police qui ont fait des propositions concrètes. Donc on a une bonne occasion maintenant de, éventuellement, créer des nouveaux cadres dans des moments de peur collective. Je pose la question. Oui, bon, est-ce que peur collective, franchement, oui. Demandeurs en ce qui concerne les mesures qui ont été concrètement proposées, étant donné qu'actuellement, les mesures d'enquête doivent être adaptées à la nouvelle technologie. C'est en fait l'explication que je peux vous donner. Merci. Mais là, c'est une introduction dans le droit commun. C'est dans la loi, ce n'est pas en tant que mesure d'urgence. Oui. Je peux encore continuer. Allez-y. Simplement pour vous dire que dans le Code d'instruction criminelle, il y a une disposition qui est le 48.11 qui permet déjà au procureur d'État, en cas de mesure exceptionnelle, de prendre justement une décision motivée de procéder à une fouille systématique de tous les véhicules. Mais il n'y a pas une disposition qui existe concernant le contrôle d'identité systématique, alors que les pouvoirs judiciaires, les parquets, ne peuvent ordonner un contrôle d'identité que s'il y a un élément, un indice d'une infraction. Et cela vaut également pour la fouille corporelle. Donc, les autorités judiciaires, les parquets en particulier, ne peuvent procéder à une fouille corporelle que s'il y a un indice d'une infraction. Et nous ne sommes pas à même d'ordonner systématiquement une fouille corporelle de tous les citoyens géographiquement limités. Voilà en fait le problème qui se pose dans le cadre de procédures exceptionnelles et dans le cadre vraiment de la criminalité organisée et de la criminalité terroriste. Est-ce que, excusez-moi, mais je ne connais pas en détail toutes les problématiques qui se manifestent au Luxembourg, mais en l'entendant comme ça, je me dis que c'est plutôt une bonne chose du point de vue des droits fondamentaux de ne pas avoir cette possibilité de d'opérer des fouilles systématiques, etc. J'imagine que s'il y a un travail de renseignement approfondi, mais évidemment il faut également avoir les moyens de le mener, normalement, à terme, on a des indices. Donc ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'indices qu'on peut commencer à introduire des mécanismes de fouille, de perquisition, de contrôle d'identité systématique. Ça me permet, mais là encore avec la réserve que je ne connais pas en détail le contexte, ça me paraît assez dangereux pour la protection des droits fondamentaux. Mais c'est peut-être comment. Oui, et d'ailleurs, je voudrais ajouter que les services de renseignement, que je critique fondamentalement, soit dit en passant, actuellement déjà font des investigations sur une base extrêmement large, sur des fichiers électroniques avec l'aide de services étrangers qui ont d'autres possibilités, comme la NSA, etc. Est-ce que cela a empêché les attentats terroristes ?
Évidemment, non. Je crois que ces attentats, la riposte à ces attentats n'est justement pas un contrôle général de la population, mais est une action très ciblée qui peut être préventive, mais située au niveau de la police. Ça, c'est mon opinion. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Voilà. Et je crois... Bon, est-ce qu'il y a eu une nécessité qui était déjà là, et où simplement les attentats de Paris nous ont provoqué de faire une loi? Je dirais clairement, pas dans cette forme-là, d'inscrire l'état d'urgence et l'ordre public, l'atteinte à l'ordre public dans la Constitution. Je me rappelle, on avait une réunion, je crois que c'était la commission juridique, sur les changements à apporter à la loi sur le terrorisme. Et il y avait beaucoup d'objections. Il y avait notamment les objections de M. Robert Biva, qui avait fait un avis par écrit où il mettait en garde contre ces nouvelles mesures en matière de terrorisme. Et la commission était très ouverte à cette discussion. Il y avait une bonne discussion. Il y avait même le représentant du CSV qui avait beaucoup de remarques critiques à faire, qu'il a ensuite encore faites à la Chambre des députés lors du vote de la loi. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'était le mercredi avant les attentats de Paris. L'autre mercredi après les attentats, la discussion était tout de suite terminée et on a dit, la présidente et M. Baudry, ont dit, maintenant la discussion est terminée, on ne peut plus maintenant discuter de cette loi antiterroriste parce que la situation politique est tout autre. Et on a tout de suite adopté la loi dans la forme au lieu d'en discuter encore sur base des avis critiques de tout le monde judiciaire. Également, la Cour supérieure de justice avait fait beaucoup de remarques très, très critiques. Ça me confirme dans mon attitude que c'était une réaction politique au premier degré de réagir à ces attentats et de montrer l'État fort, tout simplement. Et de faire porter l'illusion que le gouvernement serait beaucoup plus fort qu'un État parlementaire avec ses lois. Et c'est ça, finalement, la question principale. Je ne parle pas des enjeux économiques et sociaux, de la politique internationale, etc., qui favorisent aussi ce courant sécuritaire dans toute l'Europe actuellement. Je pense que l'exemple du contrôle d'identité est un excellent exemple de la difficulté. Si on dit il y a maintenant urgence, état d'exception, alors la police peut procéder à un contrôle d'identité même s'il n'y a pas d'indice. Bon. Mais alors, je continue à dire, mais dans la situation actuelle, la situation de risque extrême, elle est permanente. Alors faut-il, de manière permanente, autoriser de tels contrôles d'identité? Parce qu'à ce faire, ce serait extraordinaire. S'il y a des indices, des contrôles d'identité soumis à des conditions assez strictes, donc notamment qu'il doit y avoir certains indices, etc., placés sous le contrôle du procureur, peut appeler un avocat, etc., alors qu'il y a une autre manière de procéder à un contrôle d'identité opéré par la police sans ces garanties. Question de pronostic. Combien de contrôles d'identité sous contrôle judiciaire y aura-t-il encore et combien de contrôles d'identité opérés comme ça par la police? Mais c'est tout à fait évident. C'est là la difficulté. L'intervention de la dame, je crois qu'elle vient de partir, elle consistait à dire que finalement, suite à la situation actuelle, mais aussi actuelle par rapport justement aux nouvelles technologies, les instances judiciaires n'arrivent pas à faire leur travail. Et que cette demande de légiférer autrement, elle répond justement à ce besoin-là. Donc, on a, d'une façon ou d'une autre, urgence extrême ou non, vu les temps dans lesquels on vit, on a besoin de nouvelles législations pour répondre au quotidien. Là, c'est autre chose. Avoir des moyens de recherche par rapport aux technologies
moderne. De cela, vous avez besoin pour combattre toute criminalité tant soit peu sophistiquée. Mais là, vous ne l'avez pas seulement en cas de terrorisme, vous l'avez dans toutes les situations. L'exemple que je voulais donner, c'est précisément l'état d'exception. Et puis, ne risque-t-on pas d'être dans un état d'exception, d'urgence assez long? Alors l'exception deviendra la règle. Eh oui. On tombera là-dessus, à mon avis. Ouais. Ça, c'est le grand risque Le problème. que je vois, c'est effectivement, on dit que bon, il n'y aura pas de législation d'exception, il n'y aura que la législation qui sera applicable partout et à tout temps. Alors, certainement, il y aura une musculation encore plus poussée de la législation. Là, je suis quasiment certain. Oui. Alors, juste une question très précise sur le contenu actuel de ce texte. Est-ce que selon ce texte, cela veut dire que si on reprend l'exemple de Cattenom, c'est un problème du coup qui ne va pas se régler en 3 mois, 6 mois, ce sera un problème d'années. Est-ce que le gouvernement pourra utiliser l'état d'exception ou l'état d'urgence de façon répétée, à chaque fois pour 3 mois, 6 mois, puis on recommence? Non, c'est prévu limité à 6 mois. C'est bien qu'on arrive tout de même encore peut-être au garde-fou qu'on a essayé Parce que le texte d'incorporer ne le dit pas de façon explicite. dans le nouvel dispositif. À l'heure actuelle, il n'y a pratiquement pas de limite. Crise internationale, le gouvernement peut agir. On a prévu donc d'une part que la Chambre doit se réunir de suite, donc, et la Chambre garde la plénitude de ses pouvoirs. Elle garde la plénitude des pouvoirs de contrôle et également de ses pouvoirs législatifs. Rien n'empêche donc la Chambre de faire une proposition de loi, de faire voter une proposition de loi qui aille à la rigueur à l'encontre d'une loi qui a été votée, ou elle abroge tout simplement un texte qui a été mis en place par le gouvernement. Bon, on est bien sûr alors dans une crise gouvernementale, ça c'est évident. Bon. Dans l'hypothèse où effectivement il y aurait divergence de vue entre le gouvernement et sa majorité au Parlement. Mais ça peut arriver dans un contexte exceptionnel, ça peut arriver. Donc il y a effectivement cette limite-là, et que l'état d'urgence, le gouvernement ne peut le constater pendant seulement 10 jours au maximum. Au-delà, il ne peut plus décréter l'état d'urgence, il appartient alors à la Chambre, et la Chambre agissant à la majorité qualifiée, c'est-à-dire normalement une majorité qui va au-delà de la majorité gouvernementale, parce que normalement au Luxembourg, on n'a pas des majorités gouvernementales qui représentent les 2 tiers de la Chambre des députés, qui doit donner son accord pour aller au-delà de 10 ans. Et on a introduit que, de 10 jours, avec la fin, mais vous connaissez les textes certainement, avec la fin de l'état d'urgence, cessent automatiquement les mesures qui ont été décrétées par le gouvernement, alors qu'à l'heure actuelle, il cesse seulement après 3 mois. Oui, est-ce qu'après ces 3 mois ou 6 mois, imaginons qu'on aille jusqu'à 6 mois maximum, est-ce qu'après le jour plus 1 après 6 mois, le gouvernement peut à nouveau mobiliser l'article 32, paragraphe 4? À mon avis, non, c'est une durée maximum pour une forme de cas de figure. Ce n'est pas inscrit dans le texte actuel, qui sur ce point est aussi silencieux que le texte. On parle de durée totale. Donc, si le texte... On parle de durée totale. Oui, mais donc il peut y avoir des prorogations. Mais c'est la durée totale que la loi qui intervient sur un premier état d'urgence, cette loi ne peut pas aller au-delà de 6 mois. Mais s'il y a un nouvel état d'urgence qui est proclamé suite aux 6 mois, il faudra une nouvelle loi qui prolonge au-delà. Et du coup, on a une deuxième loi. L'idée, on n'a peut-être pas formulé de façon exhaustive, mais l'idée, c'est clairement qu'il y ait, pour un cas de figure d'ouverture, on ne peut pas prendre la même urgence, le même risque et l'étendre à éternité. Ce n'est pas possible. Le modèle français ne serait pas possible. Mais à ce moment-là, du coup, j'arrive au point où je voulais en venir, c'est que nous avons une 3e guerre mondiale qui ne va pas durer juste 3 mois, 6 mois.
Donc, C'est le Parlement votre système, finalement, parce que le Parlement finalement, qui le doit précédent décider. le plus grave qu'on a, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Et là, heureusement, d'une certaine manière, on peut dire Parlement heureusement, s'il existe encore un gouvernement... heureusement que le Parlement avait donné une loi des pleins pouvoirs de façon illimitée au gouvernement, parce que sinon, s'il avait donné juste pour une année, et ben après cette année, le gouvernement luxembourgeois aurait cessé d'avoir ses pleins pouvoirs et on aurait été dans la bredouille juridique. Donc, si vous voulez, d'une certaine manière, je trouve que le texte, d'un côté, est trop dangereux pour des petites crises, hein, et de l'autre côté, pour les crises vraiment massives, où on se dit, oui, vraiment, si cela arrive, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, là, on s'aperçoit que ce texte n'est pas la réponse. Mais les pleins pouvoirs ne peuvent jamais modifier la Constitution. Lorsqu'il y a un météorite, la Troisième Guerre mondiale ou 4 non. Ben, imaginons si on veut réfléchir sur ce cas limite, du type Troisième Guerre, invasion, destruction de la totalité ou la moitié du territoire, si on veut réfléchir sur cette situation, il faut, alors là, on est vraiment dans une situation exceptionnelle. Et à ce moment-là, on peut aller très loin dans l'allègement de l'état de droit. Mais tant qu'on est dans des crises que je dirais qui sont inférieures en termes de gravité que cette crise vraiment gravissime, je ne vois pas pourquoi il faudrait toutes ces mesures ici. Je veux juste revenir sur ce que M. Baudry a dit, que voilà, je l'ai compris comme ça, si on ne fait pas l'état de droit, ça deviendra le droit commun. Donc les mesures exceptionnelles vont devenir le droit commun, donc, l'état d'urgence. Donc en quelque sorte, l'état d'urgence, c'est le pare-feu contre pour l'état de droit. C'est quand même un peu une réflexion à l'absurde. Mais la réflexion qu'il faut tenir, c'est effectivement... La France aujourd'hui. Non. Je veux dire, Si. il y a l'état d'urgence. Non. Ils l'ont prolongé jusqu'en juillet France, parce qu'ils veulent continuer à faire loi. des choses que la loi ne leur permet pas. Non, il faut suivre l'actualité en France. En France, ils sont en train de voter une loi ordinaire où certaines dispositions de la loi de 1955, qui étaient conçues pour des situations exceptionnelles, va devenir droit commun. Voilà. Mais c'est quand même... À cause de l'état d'urgence. Non. Bah si. C'est parce qu'il y a tout un argumentaire sur le fait qu'on ne peut pas proroger indéfiniment qu'on commence à transposer en droit commun. Mais je ne vois pas en quoi la situation luxembourgeoise, du coup, différait de celle de la France. Parce que il n'est pas du tout improbable que la même chose se produise au Luxembourg. On introduit des mesures sous l'état d'urgence, on voit qu'on ne peut pas proroger de manière indéterminée, donc on les introduit dans le droit commun. C'est exactement la même logique. C'est bien là. C'est bien le problème. On verra la discussion. Oui. Rappelons que si c'est dans une loi, vous êtes parlementaire, tout le Parlement, il peut faire valoir ses lois. Il peut se dire non, je ne veux pas. C'est très bien que, par exemple, la loi qui est en train d'être discutée sur lutte contre le terrorisme, elle n'a pas été inventée du jour au lendemain par le gouvernement. Elle était dans les tiroirs et elle a été sortie des tiroirs lorsqu'il y a eu des attentats. Donc il y a une volonté de certaines autorités, ce qui est aussi légitime. Mais c'est ça l'état de droit, c'est la balance des pouvoirs. L'exécutif veut avoir des mesures qu'il pense, ça, j'en ai absolument besoin pour le maintien de l'ordre en cas d'attentat. Le législatif lui dit, là, non, tu introduis trop, tu vas trop dans les libertés fondamentales, on va faire cette mesure-là possible, cette mesure-là pas possible. Ou si le législatif dit, ok, d'accord, je te crois parce que l'opinion publique me presse, il faut absolument faire ces lois, c'est le judiciaire qui peut par après dire, non, il y a des textes supranationaux qui ne vont pas être respectés si cette loi, elle sera appliquée. Et c'est ça, l'état de droit, et c'est le contraire, c'est l'état d'urgence. Non, mais les conventions internationales, pour être tout de même plus clair, les conventions internationales, dans notre esprit en tout cas, resteront en vigueur. Le gouvernement ne pourrait jamais prendre une décision qui soit contraire, à notre avis, aux libertés garanties par la Constitution. C'est un problème s'il est mis, la loi règle, là c'est évident, ce n'est pas une garantie absolue, ça c'est évident. Mais toutes les libertés qui sont formulées ou bien dans le texte de la Constitution ou bien dans la Convention internationale comme des libertés garanties, là le gouvernement certainement ne peut pas déroger à ces garanties. Il ne peut pas mettre en parenthèse les conventions internationales et les textes de la Constitution. Ça, c'est notre point de vue qui a été repris dans l'exposé des motifs.
Il peut bien sûr, comme une loi, il peut faire la même chose que le législateur. Il ne peut pas faire plus. Mais est-ce qu'un Il peut faire prochain la même chose que gouvernement, il ne peut pas faire plus. un prochain gouvernement, un autre gouvernement, il verra la chose, interprétera la chose différemment? Non, je crois que, à mon avis, le texte est assez clair sur ce point. Si on dit que le gouvernement peut prendre des dispositions dérogatoires à des lois existantes, si on met ça dans la Constitution, il ne peut pas déroger à la Constitution. Et qui contrôle cela? Les juges, La Cour constitutionnelle. non. Bon, Mais- à la rigueur également, oui. Est-ce qu'elle contrôle les règlements? La Cour constitutionnelle. Tout juge peut être pour contrôler la conformité d'un règlement grand ducal à la Constitution et aux conventions internationales. Tout juge. Tu Dans le voulais système réagir? luxembourgeois. Quand même, sur la question de l'étendue du pouvoir normatif de ces règlements, je ne serais pas totalement convaincu par cette analyse, parce que le texte est un peu ambigu, puisqu'il dit peut déroger à toutes les lois. Déroger aux lois, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que pour tant de jours, on va par exemple suspendre les articles X à Y du Code d'instruction criminelle. Mais si ces articles du Code d'instruction criminelle prévoient la liberté de circulation, et si par exemple on dit de manière générale, plus personne aura le droit d'accéder au Sud parce que le Sud du pays est contaminé à cause de... Voilà, la liberté de circulation, elle est bien suspendue. Elle est bien suspendue, parce que on suspend, on déroge à la loi, et c'est la loi qui met en œuvre le principe constitutionnel. Donc en autorisant le pouvoir réglementaire à déroger à la loi, il l'autorise bien à soustraire des lois qui mettent en œuvre le principe constitutionnel. Donc le principe constitutionnel, il est bien suspendu. Sinon, l'état d'exception n'aurait pas d'intérêt pour le pouvoir exécutif. Parce que sinon, il serait limité autant que le pouvoir législatif. Et qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus en termes d'action immédiate, rapide, urgente, si en vérité, il est sous les mêmes contraintes que le pouvoir législatif? Il est certainement sur les mêmes contraintes Et que le pouvoir législatif. pour le droit international autorise un État à déroger à des droits qui sont dans les traités du moment qu'il proclame l'état d'exception, mais il y a certains droits qui sont indérogeables dans la Convention européenne. Et là, dans le droit international, on distingue bien entre des droits de l'homme qui, en situation d'urgence, peuvent être suspendus et des droits qui ne peuvent pas. Dans le texte luxembourgeois, il n'en est rien dit. Donc, pour moi, le texte est tout à fait clair. Tout le système est relativement clair. Il a toujours été interprété, également le texte de 2004, vous pouvez relire toutes les discussions, a été interprété de cette façon-là. Donc, c'est évident que l'exécutif, dans ce cas tout à fait particulier, a momentanément les mêmes pouvoirs que le législateur en matière législative, mais bien sûr, il n'a pas plus de pouvoir que le législateur. Et si mais il peut aménager certains droits. Ah ben donc il peut aller plus loin que le pouvoir législatif. Mais dans la mesure où le pouvoir législatif aurait pu le faire également. Donc la seule différence, c'est que le pouvoir réglementaire agirait plus vite que le législateur. De rapidité, oui. C'est pas une question de contenu, c'est certainement pas une question de contenu. Donc, certainement pas. Pour finir l'échange au niveau du panel de la table ronde, j'aimerais que chaque intervenant me dise dans 5-6 mots-clés qu'est-ce qu'il souhaiterait voir au sujet de l'état d'urgence dans la Constitution. Et vous aurez les derniers mots et vous nous direz si vous êtes prêt de changer et dans quel point, éventuellement, vous aurez une ouverture par rapport au texte de révision que vous avez proposé. Donc, commençons avec M. Wyss. Qu'est-ce que vous souhaiterez ou ne souhaiterez pas ou autre est inscrit dans la Constitution par rapport à l'état d'urgence? 5-6 mots-clés. Pour le faire tout simplement, je n'inscrirai pas dans la Constitution l'état d'urgence. Mais si je peux profiter qu'on me laisse parler un peu, je voudrais juste dire le problème,
on a un éléphant dans la salle, c'est le terrorisme dont on ne parle pas, mais qui fera certainement devoir faire l'objet d'autres débats, parce que le problème, c'est comment voulons-nous réagir au terrorisme? Est-ce que nous allons dans le tout sécuritaire, et là je rejoins, et ça a déjà été dit, la sécurité n'est pas un droit de l'homme, droit fondamental. Ce qui est un droit fondamental, c'est peut-être le droit à l'intégrité physique, parce que la sécurité, c'est tellement impalpable, la sécurité de l'un est très différente de celle de l'autre. Donc, toutes ces mesures-là, c'est cette réflexion-là qu'il faudrait faire. L'état d'urgence, comme réponse à une menace terroriste, pour moi, n'est pas nécessaire, donc je ne le mettrai pas dedans. Monsieur Biver. Première Très court. question de savoir de quelles mesures est-ce qu'on a besoin en cas d'urgence réellement. De quelles mesures est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'on mettrait dans une telle loi? Du point de vue des institutions, si on opte alors pour l'urgence, je pense que c'est cohérent avec nos institutions de l'y inscrire, mais d'écrire que cela doit être prévu par la loi. Et mon souci principal, mon deuxième souci est celui du recours effectif des citoyens et pas dans un procès qui aura lieu 2 ans plus tard, dans le cadre duquel on invoque l'article 95 de la Constitution. Et puis, finalement, la question du danger continu, eh bien, c'est une question tout à fait réelle. Moi, je dirais qu'il faudrait revoir les cas d'ouverture de ces pouvoirs exceptionnels et en éliminer clairement certains. Et deuxièmement, il faut revoir et expliciter, parce que je suis heureuse, je peux signer l'interprétation très libérale d'Alex Baudry sur l'étendue de ses pouvoirs. À ce moment-là, mettons-les dans les textes, soyons beaucoup plus clairs, puisqu'une autre lecture est tout à fait possible. Et il faut revoir aussi le texte sur la précision concernant la déclaration même de l'état d'urgence et prévoir aussi de manière très précise la question de la durée maximum. Une fois qu'on a les premiers 6 mois, est-ce qu'on peut refaire, après les 6 mois, un nouvel état d'urgence? Supprimer l'article 32, paragraphe 4, non. Renforcer la garantie juridictionnelle, renforcer les droits fondamentaux, et pour la Chambre de députés, s'ils veulent agir de manière rapide, qui commencent dès maintenant à réfléchir à des lois qui pourraient voter pour qu'elles déploient ces effets de manière temporaire, précise, selon les critères de nécessité et proportionnalité. Oui, on parle beaucoup d'attentats. On a pris les attentats comme prétexte, à mon avis, pour légitimer la législation actuelle. Et je crois que les attentats posent un véritable problème et qu'il faut y mettre tous les moyens policiers et autres, également sociaux, qui existent pour les combattre efficacement. Il y a des combats qui ne sont pas efficaces contre les attentats terroristes. Et je crois qu'il faut limiter la discussion aux attentats terroristes contre les populations civiles et ne parler que de cela. Et je ne vois pas en quoi la notion d'ordre public peut être d'une quelconque importance dans ce débat. Il faut biffer la notion d'ordre public dans l'état d'urgence, certainement, et il faut revoir la législation sur le terrorisme, qui est déjà assez problématique en elle-même, telle qu'elle est définie par les directives européennes, mais qui, au Luxembourg, est encore construite d'une façon absolument insensée par l'ancien ministre Frieden, qui a dit que toutes les infractions peuvent être qualifiées de terroristes si elles dépassent un certain seuil de peine de prison attaché à ces infractions. Et là, il y a même eu des critiques de la part de la Commission européenne dans un rapport de 2007 qui s'est inquiété de cette disposition dans la loi luxembourgeoise. Il faut éliminer certainement cela au minimum,
et introduire la liste qui se trouve dans la directive européenne, je crois que ce n'est pas une directive, mais un accord, comment ça s'appelle, dans le texte européen de base, où il se trouve une liste d'infractions très graves comme atteinte aux personnes, atteinte à la vie, atteinte extrêmement grave à des installations, explosifs, armes, etc. La limiter à cela, mais ne pas permettre une interprétation extensive du terrorisme à toutes sortes de délits, entre guillemets, politiques, des violences lors de manifestations, ou José Bové qui arrache des produits comment ça s'appelle, OGM dans les champs, etc. À tout cela est attaché la qualification terroriste, peut être attachée la qualification terroriste avec 15 ans de prison à la clé. Donc ça, il faut certainement le changer, et pour le reste, je suis d'accord avec beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Monsieur Baudry, donc qu'est-ce que vous retenez de ce qui a été dit? Est-ce que vous êtes prêt de laisser tomber l'article 32.4 de le cadrer mieux, d'enlever dans l'article l'aspect de l'ordre public? Qu'est-ce que vous retenez? Comme j'ai été le porte-plume d'une majorité des députés, je ne vais pas maintenant m'exprimer en leur nom. Je crois qu'un tel dispositif garde une certaine utilité, mais je suis d'avis également, et on voit qu'il y a maintenant déjà entre juristes des interprétations différentes. Il faut certainement clarifier le texte sur certains points sans toutefois l'alourdir trop, parce que je vois qu'on ne peut pas effectivement prévoir toutes les hypothèses qu'on pourrait imaginer, mais il faut effectivement clarifier les points essentiels sur les cas de figure. Là, je me demande, c'est une idée que j'ai eue en préparant cette conférence, si on ne pourrait pas s'inspirer du texte de l'article 15 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui donne aux États la possibilité de suspendre en partie certaines libertés et certains droits, mais seulement, et ça c'est très, très restrictif à mon avis, en tout cas beaucoup plus restrictif que notre texte, en cas de guerre, et en cas d'autres dangers publics menaçant la vie de la nation. Et je me demande, sans être maintenant un adepte de la notion de nation, si on ne pourrait pas peut-être s'inspirer en fait de ce dispositif-là. On serait alors en concordance également avec le droit international, avec tout de même la Convention qui dicte tout de même beaucoup de choses également au niveau national. Donc ça serait, à mon avis, une piste à creuser. Et la deuxième, c'est une piste qu'on a abandonnée peut-être un peu vite, c'est celle d'essayer de mettre sur pied un catalogue de mesures qui ferait donc l'objet d'une loi, et que le gouvernement pourrait, en cas d'urgence, alors déclencher et donner vie à cette loi. Bon, avec le petit risque tout de même que, alors, peut-être certains vont pousser à dire mais est-ce qu'on n'a pas besoin déjà maintenant de cette loi? Donc il y aura peut-être cette discussion. Je vois tout de même certaines tendances à faire du law and order un sujet politique. Et donc, il ne faut pas sous-estimer également ce risque qui existe, mais je crois que c'est effectivement une formule qui permettrait peut-être mieux que notre dispositif aux discussions de marier en fait les pouvoirs du législatif et les pouvoirs de l'exécutif. Merci bien. Merci bien à tous les intervenants. Donc maintenant, j'invite le public, s'il y a des gens qui aimeraient faire des ajouts, des réflexions, des questions aux invités, d'y aller. Allez-y, n'ayez pas peur, manifestez-vous. Peut-être il y a des représentants des différentes administrations qui auraient aussi leur point de vue à dire, ou qui pensent qu'il y a des aspects qui sont négligés dans le débat. Je vois il y a des membres du Conseil d'État dont on attend l'avis justement par rapport à la proposition de révision. Un avant-goût peut-être. Un avant-goût. Oui. Bon. Pas de questions, pas de réflexion.
Monsieur. Je me présente, Michel Herpelding, donc je travaille ici en tant que chercheur. Et non, je suis content que vous ayez eu ce débat. Et je voulais aussi rajouter par rapport à ce que moi je trouve qui est un danger vraiment important dans le texte actuel, c'est le fait que le domaine de l'intervention soit absolument illimité. Avec le texte que vous avez là actuellement, vous pouvez créer sans aucun problème, comme l'a fait le général de Gaulle d'ailleurs en 1961 à travers l'article 16 de la Constitution française, par exemple un tribunal d'exception. Vous pouvez aussi changer le droit pénal matériel pour créer de nouvelles infractions en les punissant, enfin de peines de prison sévères, voire de peines qui n'existent pas actuellement, comme la déportation ou ce genre de choses. Je ne vous fais évidemment pas le... je ne pense pas que le gouvernement actuel ferait ce genre de choses, mais un autre gouvernement pourrait évidemment être tenté de le faire. Et puis, vous avez dit qu'effectivement, selon votre interprétation, qui est effectivement assez libérale du texte actuel, il n'y aurait aucun danger. Figurez-vous que quand même dans le texte de 1955, il avait été prévu que la durée de l'état d'urgence définie par le Parlement, enfin déjà qu'elle était définie à la base par le Parlement, ensuite le général de Gaulle a fait que ce soit le président qui la définisse, mais il était également marqué que la durée de l'état d'urgence définie par le Parlement par la suite ou prorogée par le Parlement serait définitive. Et à l'époque, il était entendu que c'était très clair qu'on ne pourrait plus renouveler cet état d'urgence. Eh bien, lors de la première ou de la deuxième application du texte, on a tout de suite continué l'état d'urgence et on l'a étendu au-delà de la limite prévue très clairement dans le texte d'origine. On avait également prévu que le texte ne pourrait pas mener à la création de camps d'internement. Il me semble qu'en Algérie, ça a été le cas. Donc, bon, la clarté d'un texte, ça me semble toujours quelque chose de très relatif, d'autant plus qu'il n'y a pas de juge derrière qui contrôle. Si, quand même. Je pense qu'on peut faire mieux en termes de clarté, et tout texte risque d'être violé. Ça, comme juriste, on le sait. Mais on peut quand même toujours faire mieux, parce que sinon, on arrête de faire du droit. Et deuxièmement, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de contrôle juridictionnel. Un règlement peut être déféré au tribunal administratif par voie directe, recours direct contre un règlement, et à tout moment par voie d'exception. Donc il y a un contrôle juridictionnel. Après, il y a une vraie question, et on n'a pas eu le temps de l'aborder, c'est de savoir jusqu'où osent aller les juges lorsqu'ils sont face à un pouvoir exceptionnel avec des règlements d'exception. Est-ce qu'ils vont contrôler, par exemple, l'urgence? Est-ce qu'ils vont contrôler le caractère proportionnel? Je pense que là, face au risque que le juge se dise « Oula, c'est très dangereux », il vaut mieux mettre dans le texte de manière explicite et pousser le juge à contrôler, parce que si la crise est vraiment si évidente, tout le monde l'admettra, il n'y aura pas de débat. Si en revanche, et malheureusement il arrive que des crises ne soient pas évidentes, comme l'a fait De Gaulle, qui a utilisé l'article 16 pendant plusieurs mois alors que la crise était résolue après une semaine, à ce moment-là, il faut que des acteurs soient poussés à, institutionnellement, professionnellement, à être poussés à avoir le courage de dire « stop ». Et pour cela, il faut le mettre dans le texte. Je dirais un point par rapport au contrôle juridictionnel. J'ai un peu regardé les ordonnances qui ont été prises par le Conseil d'État en France, maintenant dans l'état d'urgence actuel. Et là, une chose qui est intéressante, c'est qu'il y a eu des recours qui ont été pris avant que le recours est introduit, avant que l'Assemblée nationale proroge l'état d'urgence, mais le Conseil d'État, il statue après. Et le Conseil d'État a dit, maintenant, le pouvoir législatif a prorogé, donc moi, je ne peux plus maintenant contester cette décision prise par le Parlement. Ce qui est un peu un exemple jusqu'où le pouvoir judiciaire pourrait aller, jusqu'où il se refuserait d'aller. Dans ce cas, on pourrait, si on a une loi qui prolonge et qu'on estime que la loi, en vérité, va au-delà de ce qui est nécessaire, et si on estime que la proportionnalité est un principe explicite ou implicite de ce texte, on pourra déférer la loi devant la Cour constitutionnelle en disant que cette loi est contraire à la Constitution parce qu'elle prolonge un état d'urgence qui, en vérité, n'est plus donné objectivement. Et le règlement ?
Et le règlement d'urgence, est-ce qu'il pourra être transféré à la Cour constitutionnelle? Pas à la Cour constitutionnelle, mais à la Cour administrative en recours direct. Mais pas à la Cour immédiatement, le lendemain. constitutionnelle. Non, mais le tribunal administratif peut le lendemain être saisi du règlement et il peut annuler le règlement s'il estime qu'il est au contraire à la Constitution. Et il faudra voir à quelle autre norme supérieure. Et c'est là la question, quelles normes supérieures sont encore en vigueur à ce moment-là? Mais tout est toujours question encore de nuances. Le Conseil d'État français a finalement admis qu'il y a une proportionnalité, notamment dans les affaires d'assignation à résidence. Il était saisi la semaine dernière de 10 recours, dont il en a suspendu 9 de ces mesures. Par contre, le même Conseil d'État accepte comme pièce les notes blanches. Vous ne savez pas qui a rédigé quoi, vous devez croire les notes blanches. Des notes non signées. Non signées et très Rudimentaires. très rudimentaire, où il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas qui est témoin, qui a vu quoi, etc. Mais là, on ne dit rien. Oui, c'est la question de la qualification des faits. Est-ce que Mais le oui, juge va mais oui, aller dans la mais oui. qualification des faits? Est-ce qu'on est Mais face pas à une encore. urgence? Mais en France, on admet le recours comme pièce des feuilles blanches. Et je ne sais pas si vous en avez vu, mais j'en ai vu et j'étais surpris que des juges pouvaient prendre une décision sur la base de feuilles blanches, parce qu'elle était presque blanche. Une autre réaction? Réflexion, question? Ce que je vais peut-être vous proposer, parce qu'en force de vous écouter, moi qui suis française, je commence vraiment à m'inquiéter pour le pays dans lequel je vivais jusqu'à ce que je migre au Luxembourg. Donc, mais c'est vrai qu'on installe dans les têtes la légitimité de mesures comme les contrôles d'identité. C'est vrai que ce qui vient avec ça, c'est la remise en cause de la capacité critique des gens par rapport aux atteintes qui peuvent être portées à leurs droits, parfois de manière justifiée, mais qui, en se banalisant, finalement, rentre dans une forme de caractère ordinaire qui peut être tout à fait inquiétant par rapport à notre conception de la démocratie, au point que celui qui se met à protester devient suspect. Donc, c'est, je crois, ce à quoi aussi nous devons réfléchir et les raisons pour lesquelles il nous paraît important de développer ce débat. En même temps, je crois qu'il ne faudrait pas qu'on soit naïf et il faudrait qu'on se rappelle que partout et dans tous les pays, il existe des services de renseignement. Donc, effectivement, ça produit des notes blanches si on veut que les agents restent secrets. Mais ça, c'est... et qu'on ne voit pas seulement dans les romans. À cet égard, je vous recommande à tous la lecture de la trilogie de Marc Duguin, la trilogie de l'emprise, qui raconte précisément ce qui peut se passer dans les hautes sphères de l'État. À cet égard, c'est une trilogie de romans assez édifiante et qui aiguise en même temps le sens critique. Donc on peut aussi avoir des lectures qui ne sont pas que sérieuses, mais qui aident à réfléchir sur ce genre de questions.